Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 12e chapitre de la série The Mandalorian est arrivé le 20 novembre, et je vous propose de découvrir mon avis sur ce nouveau chapitre aujourd'hui. Bien entendu, la vidéo contiendra des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande vivement de quitter cette vidéo. Le 12e chapitre de The Mandalorian intitulé Le Siège est un épisode encore plus incroyable que le précédent et étant riche en révélations. Jusqu'à maintenant, c'est le plus important de toute la saison, et je dirais même plus, de toute la série. A vrai dire, l'épisode m'a carrément retourné le cerveau. Dans ce nouvel épisode, nous retrouvons Cara Dune, Greef Karga et le Mythrol sur Nevarro qui se lancent avec l'aide du Mandalorien à l'assaut d'une base impériale. Au sein de cette base, ils découvrent un hangar à Brainless. Non, plus sérieusement, ils découvrent des êtres plongés dans des cuves, des rats de laboratoire. La base est en fait un labo. Je m'étais posé la question suivante quelques jours avant l'arrivée de l'épisode. Et si l'enfant n'était en aucun cas lié à un quelconque clonage, mais qu'il était la clé pour produire quelque chose de contraire à la nature. Mais ça me semblait alors beaucoup trop délirant. Dans l'épisode, le Dr Perchin révèle dans un message qu'ils ont fait des transfusions sanguines à plusieurs sujets et que les effets positifs ont duré une quinzaine de jours et qu'ensuite, le corps a hélas rejeté la transfusion. Il affirme également qu'il doute fort qu'il puisse trouver un donneur avec un compte M plus élevé. M comme midi-chlorien. Mentionné pour la première fois dans la menace fantôme, les midi-chloriens sont, comme dirait Qui-Gon, des organismes microscopiques qu'on rencontre dans toute cellule vivante. La force se manifeste par les midi-chloriens qui permettent aux individus sensibles à cette dernière de lui faire appel. Pour évaluer le taux de midi-chloriens présent chez un individu, il est nécessaire de réaliser des tests sanguins. C'est par exemple ce que fit Qui-Gon à Anakin dans l'épisode 1. Revenons maintenant à l'épisode. Le Dr Perchin fait également référence à l'enfant et explique que puisqu'il est petit, il ne pourra prélever qu'une quantité extrêmement limitée sans risquer de le tuer. S'il devait poursuivre ses expériences selon les souhaits du Moff Gideon, il leur faudrait avoir un nouveau accès au donneur. Dans la VF, ce n'est pas clair si le donneur et l'enfant ne sont qu'une seule et même personne. J'ai alors écouté ce passage en version originale, et ce n'est pas « et je ne pourrais prélever qu'une quantité extrêmement limitée sans risquer de le tuer » que dit le Dr Perchin, mais « et je n'ai été capable de prélever qu'une quantité extrêmement limitée sans risquer de le tuer ». Par conséquent, par le terme donneur, il fait bel et bien référence à l'enfant. Il lui a ainsi prélevé du sang avant que Jaren ne vienne le libérer dans le 3e chapitre de la série. Cependant, les réserves initiales d'hémoglobine ont été épuisées, et le docteur a donc de nouveau besoin du sang de l'enfant pour poursuivre les expériences. A la fin de l'épisode, nous retrouvons le Moff Gideon à bord d'un croiseur léger de classe Arquitens. Il s'agit donc bien visiblement de son vaisseau personnel. Nous y découvrons alors plusieurs casques et armures noires, comprenant des tubes respiratoires et étant apparemment liés aux mystérieuses expérimentations. Voici donc ma théorie. Dans ma vidéo avis sur le 8e chapitre de The Mandalorian, je vous avais partagé le fait que Giancarlo Esposito avait révélé dans une interview que le Moff Gideon allait affronter dans la 2e saison un autre personnage, n'étant pas le Mandalorien, lors d'un duel majeur et épique au sabre laser. C'est-à-dire que les deux combattants ont tous les deux au moins un sabre laser. Il avait même insisté sur majeur et épique. Je vous avais alors dit que si cet adversaire n'était nul autre qu'Ahsoka, alors cela me semblait étrange que l'acteur parle d'un duel majeur et épique. Majeur, oui, sans aucun doute, mais épique, je ne crois pas. Ça signifierait que le combat dure un certain temps et que les deux combattants s'affrontent à armes égales, sabre laser plus force, et arrivent à s'affronter à peu près à force égale. Dans la série Star Wars Rebels, nous avons vu Ahsoka coller facilement une raclée à 2 inquisiteurs, donc je ne voyais pas à ce moment-là comment elle ne pourrait pas vaincre facilement le Moff Gideon. Mais après avoir vu le dernier épisode de The Mandalorian, tout s'est relié dans ma tête. Dès sa première apparition, le Moff Gideon est habillé tel un seigneur de guerre. Certes, il appartenait autrefois au bureau de sécurité impériale, mais il est devenu plus tard Moff, c'est-à-dire le gouverneur d'un secteur. Par exemple, nous avons déjà vu Tarkin sur le terrain dans la première saison de Rebels, et il ne se baladait pas avec une longue cape. D'autant plus que le Moff Gideon porte toujours son armure de combat, même à bord de son propre vaisseau de commandement. Au regard de ce qui nous a été présenté dans l'épisode, je pense que le but du Moff Gideon est de diriger une armée de soldats sensibles à la force. Et étant donné que Giancarlo Esposito nous a parlé d'un combat majeur et épique au sabre laser avec un autre personnage, j'ai l'impression que Gideon cherche lui aussi à se transférer des midi-chloriens. Dans une autre interview, Giancarlo Esposito a répondu à une question qui lui a été posée. Selon vous, le Moff Gideon est-il sensible à la force? Voici ce que l'acteur a répondu. Je pense que c'est une possibilité. Je ne peux pas dire avec certitude que ce soit complètement la vérité, mais écoutez, nous l'avons vu sortir de son chasseur TIE, et nous l'avons aussi vu avec le sabre noir. Je dois dire qu'il y a quelques surprises qui arrivent en ce qui concerne le lien qu'il a avec la Force. Vous ne savez pas vraiment où il se situe là-dedans, mais il a certainement des informations que nous ne connaissons pas et qui le relient à la vieille école. Si le Moff Gideon était sensible à la Force, pourquoi chercherait-il à mettre la main sur l'enfant à tout prix? En revanche, pour mettre la main sur la Force, là oui, ça expliquerait pourquoi il veut absolument s'emparer de cette proie.
la cape, l'armure, le sabre laser, la force, il ne lui manquerait plus que le casque. Comme nous le révèle le dernier épisode, l'enfant est le donneur de ce vestige de l'Empire. Si ça se trouve, les volontaires sont tout simplement des Stormtroopers. Jusqu'à maintenant, les sujets ont tous fini par rejeter, je suppose, le trop grand apport de midi-chloriens et à en mourir. Mais le jour où le Dr Perchin trouvera ce qu'il leur manque, la clé permettant au corps des sujets de totalement s'adapter à cet apport de midi-chloriens, là, la galaxie aura du souci à se faire. Le docteur affirme d'ailleurs dans l'épisode qu'il doute fort qu'il puisse trouver un donneur avec un compte M plus élevé, et de notre côté, nous savons qu'Ahsoka va apparaître dans la série. Il se pourrait donc que l'ex-padawan d'Anakin Skywalker devienne leur nouveau donneur s'ils arrivent à la capturer. Une armée de soldats sensibles à la force, capables de renverser la République. Voilà ce que pourrait chercher à créer le Moff Gideon. Une armée commandée par un seigneur de guerre, lui-même sensible à la force. Voilà ce qui pourrait ramener l'Empire et être le début d'une nouvelle ère dans la galaxie, comme le mentionne l'officier apparu à la fin de l'épisode. Ce que je tiens à vous partager au passage, c'est qu'il y avait des soldats sensibles à la force en armure noire dans le jeu Jedi Knight 2, sorti en 2002, faisant partie de l'univers légende et dont l'histoire se déroule dans 12 après bataille de Yavin. Ces soldats connus sous le nom de Shadow Troopers étaient des Stormtroopers que le Jedi noir Dessan et l'amiral impérial Galak Fiyar décidèrent de rendre sensibles à la force. Ils étaient armés d'un sabre laser et leur armure était faite de cortosis, un matériau capable de court-circuiter un sabre laser au contact de sa lame. Se pourrait-il donc que The Mandalorian ait décidé de nous offrir une version canon de ces soldats du légende? C'est possible. En tout cas, sachez que nous avons un nom pour ces soldats. En effet, dans l'audio-description de l'épisode, nous apprenons que les armures apparues à la toute fin appartiennent à des soldats connus sous le nom de Dark Troopers. Dans le canon et le légende, les Dark Troopers sont des droïdes de combat de l'Empire Galactique. Or, comme je l'ai affirmé plus tôt, les armures de l'épisode ont des tubes respiratoires, et comme l'a rappelé K2SO dans Rogue One, les droïdes vivent très bien dans le vide. Et d'ailleurs, les droïdes ne respirent pas. Il ne s'agit donc pas de droïdes. Cependant, au vu de leur nom, il semble que nous soyons dans le même cas que deux autres types de soldats de l'Empire Galactique dans le canon. Les Purge Troopers de l'Inquisitorius et les Purge Troopers du gouverneur Hubric Aldelar, qui partagent tous de le même nom, mais ne sont malgré tout pas les mêmes soldats. Il semble ainsi que ces possibles futurs soldats sensibles à la force soient connus sous le nom de Dark Troopers. Les armures sont déjà prêtes, mais pas encore les soldats qui devront les porter. Avec ce qui s'est passé dans les épisodes 7, 8 et 9, il est évident que ce projet va finir par échouer, mais je me demande bien comment cela va arriver. L'armée ne verra-t-elle jamais le jour, et en se basant toujours sur les propos de son acteur, le Moff Gideon sera-t-il le seul à avoir survécu à la transfusion? Et dans le cas contraire, la Nouvelle République entrera-t-elle en conflit avec cette armée? N'oublions pas non plus l'intervention du capitaine de la Nouvelle République, Carson Teva à la fin de l'épisode, qui parle de mettre un terme à ce qui se passe sur Nevarro. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout cela. À part toute cette histoire, j'ai bien aimé la scène au début de l'épisode qui faisait très Rocket et Groot dans les Gardiens de la Galaxie 2. Vous savez, la scène avec la bombe. La scène de la course-poursuite était très sympa aussi. Dédicace au passage aux deux Scout Troopers qui n'ont pas réussi à descendre du canyon et qui sont juste morts bêtement. Quant au retour des pilotes de chez Sortille, en tant que fan de l'Empire, bien entendu, ça fait plaisir. En outre, et je terminerai là-dessus, c'est sympa de voir un hommage à IG-11 en tant que statue de Nevarro City. Ce 12e chapitre a été réalisé par Cal Weathers, l'acteur de Greef Karga, et je le remercie pour ce superbe épisode. Un très bon épisode qui, comme je l'ai affirmé plus tôt, est le plus important de la série jusqu'à maintenant, et que je classe par conséquent comme mon deuxième préféré de toute la série, et je suis même tenté de lui accorder la première place. Ainsi ai-je parlé. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau chapitre de la série, et sur ma théorie. Vous pouvez aussi partager les vôtres en commentaire. C'est avec plaisir que je lirai tout ça, et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour mon avis sur le 13e chapitre de la série. Que la force soit toujours avec vous. Et moi, je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi. À jamais.